Voilà, j'ai toujours mis une priorité à mon travail, évoluer plus, gagner plus, prendre plus de responsabilités. C'était quelque chose qui me menait et j'avais été éduquée comme ça en fait. Donc le parcours avait été classique. J'ai commencé par un BTS assistante de direction. J'ai fait des études par correspondance pour être secrétaire médicale et pouvoir intégrer cet hôpital. Donc du coup, dans l'hôpital, j'ai été recrutée comme au niveau de l'accueil. Avec la direction, ça s'est bien passé. Donc j'ai fait de la qualité, du secrétariat médical, pour finir à la fin en RH. Donc en fait, la force, c'est que je connaissais tout l'établissement et du fonctionnement. Donc en fait, ça avait un impact sur le travail que je pouvais fournir. Donc ça se passait très bien en fait. La charge de travail augmentait, mais ça ne me gênait pas parce que j'aimais ça. Les conditions de travail dans les hôpitaux, vous le savez, c'était toujours difficile. Au fur et à mesure des années, les effectifs ont baissé. À l'administration, on était de moins en moins, donc il fallait en faire plus. Mais ça ne me gênait pas, je croyais que j'allais tenir. Dans le milieu hospitalier, vraiment, ce qui nous a fait basculer dans cet hôpital, c'est des grosses difficultés financières et un changement de direction. Ce qui était supportable à un moment, tout ce qui est charge de travail, quand l'humain s'est retiré, eh bien, tout a changé. On ne pouvait plus supporter de travailler contre nos valeurs. On faisait des choses qui nous étaient dictées, et c'était financier. Et en fait, vraiment, pour moi, c'est là que tout a basculé et que je me suis complètement perdue. Fallait prouver que j'étais capable, donc je faisais les choses. Et malgré les alertes, en fait, je ne voyais pas que j'allais contre mes valeurs et que j'allais me perdre. Quelques années avant, alors vous devez connaître ça, c'est qu'on a plein d'alertes. Il y a les migraines, moi j'ai eu des vertiges, des zonas, des prises de poids énormes, mais tout ça, on ne le voit pas. Et quand il y a ces alertes déjà physiques, on a déjà dépassé nos limites. Et c'est ça qu'il faut s'écouter absolument. C'est pareil, quand on n'a plus de projet autre que le travail, ça doit être une alerte. On ne vit pas que pour ça, il y a autre chose. Ça, malheureusement, je l'ai découvert trop tard. Il a fallu vraiment aller au bout des choses pour changer ma vie, quoi. Ça avait pris toute la place. C'était totalement... ça avait pris toute ma vie. Alors après, c'est dur parce que je me remets, mais après, les causes, c'est souvent le management, ça peut être la direction, la charge de travail. Il y a plein de choses, mais ce qui est difficile, on peut accepter des choses, mais quand on est contre nos valeurs, en fait, c'est là que, quand il n'y a plus de sens, c'est là que tout bascule. Et souvent, je faisais les choses automatiquement, je réfléchissais même plus. Et puis à force, c'est que quand on s'épuise, on baisse aussi en qualité de travail. On prend plus de temps pour faire les choses, on s'énerve sur des choses qui auraient été gérées vite avant. Et ça aussi, ça doit être des alertes sur comment on traite nos dossiers chaque jour. Il y a un moment où on n'arrive plus à tout gérer. Ça vient de soi ou ça vient, moi dans mon cas, de la direction, c'est qu'on est tellement submergé qu'on ne peut plus gérer le quotidien. Et qu'à un moment, à force de ne pas le dire, tout nous pète à la gueule et c'est là qu'on s'écroule. Moi, ça m'est arrivé du coup en sortant d'une réunion. Il y avait des soucis depuis vraiment plusieurs années avec des cadres qui avaient démissionné, des cadres qui pleuraient, un changement de direction. Et en fait, en sortant d'une réunion où on nous avait demandé de tout réorganiser une dernière fois parce que ça avait changé de direction, sur le coup, j'avais dit oui, je vais y arriver parce que je ne vais pas perdre la face. Mais en fait, arrivé dans la voiture, je me suis complètement effondrée en me disant mais où je vais trouver la force encore? Je ne mange plus, je travaille la nuit, j'ai plus de pause. Et je leur dis oui, parce que je ne voulais pas perdre la face. Et du coup, ce jour-là, je pleurais dans ma voiture, donc j'ai appelé mon mari parce que j'étais perdue, je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit de rentrer. Bon, bornée, j'y suis retournée. Et toute l'après-midi, en fait, devant le PC, j'arrivais pas à lire, je ne comprenais plus.
Je savais quelque chose que se passe, enfin, il y a quelque chose qui se passait, mais j'arrivais pas à réagir et à me lever. Je ne pouvais plus répondre au téléphone cet après-midi-là. Les mails, je suis restée 5 heures dans le PC, déconnectée, et pourtant les 5 heures sont passées vite. Quand je suis rentrée le soir, la nuit elle a été difficile. Des vertiges, le cœur qui palpite, des vomissements, des maux de tête. Et comme quoi le déni va loin, parce que pour moi, j'avais juste un coup de pompe. Et c'est mon mari le lendemain qui m'a dit « il faut que ça s'arrête, je t'emmène chez le médecin ». Et là, quand je suis arrivée, clairement c'était « c'est un burn-out, on vous arrête un mois ». Donc là, un mois, mon Dieu, ils vont encore dire que je ne suis pas pro là. Et finalement, ça a duré 3 ans et demi. Parce que j'avais trop attendu et que tout s'était écroulé. Je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus m'occuper de mon fils, je ne pouvais plus m'occuper de la maison alors qu'avant j'assurais tout. Et la moindre tâche ménagère était insurmontable. Je me rappelle au début pleurer devant le lave-vaisselle qui était à vider. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que quand on arrive là, tout s'écroule et si on n'est pas aidé, on ne rebondit pas. Il ne faut pas arriver là pour dire le travail, c'est pas une priorité. Moi j'ai eu de la chance parce que j'ai un mari qui disait pas les choses, mais je m'en suis aperçue après, qui a fait plein d'actions pour me soutenir. Mon entourage il a été bienveillant, personne ne m'a jugé, à part certains comme... il y a toujours des personnes qui vont dire bouge-toi ou tu peux pas rester comme ça. Les médecins, c'est pareil. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un médecin traitant qui m'a comprise, un thérapeute aussi, un neurologue qui a été super présent. Alors, moi, j'ai eu cette chance-là, mais c'est aussi de se dire, c'est que si vous vous écroulez, eh bien, si vous n'avez pas cette équipe pour vous remettre debout, voilà, c'est votre vie qui bascule et tout peut changer. C'est important de réagir avant. C'est pas un coup de fatigue, ça va beaucoup plus loin. On n'a plus notre tête, on n'a plus... Le physique et le mental, pour moi, c'est... Il y a la fin d'une vie, il faut tout reconstruire. Il faut réapprendre nos valeurs, nos priorités, réapprendre à s'occuper de ses enfants, de son conjoint, de tout ce qui était... En fait, il n'y avait qu'une chose pour moi, c'est le travail. Et j'ai oublié tout ce qui était à côté. Donc, faut vraiment écouter tous les signes du corps. Et c'est pas une faiblesse de dire stop. Moi, je pense que j'ai été trop fière et qu'il fallait que je me prenne le mur, en fait, pour dire je m'autorise à arrêter. Je suis forte et je ne pouvais pas dire de moi-même je me retire, c'était une faiblesse pour moi. Donc il fallait se prendre ce mur pour que je réagisse. Donc essayez de ne pas vous le prendre ce mur. et puis essayez, alors ça paraît basique ce que je vais dire, mais de vous demander aujourd'hui est-ce que j'ai un rêve? Parce que ça, moi j'en avais plus, et c'était pas prioritaire en même temps. Et finalement, quand on se pose cette question, c'est ça l'essentiel, qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie, et c'est pas que le pro. Mon rêve c'était quoi? D'être directrice, et puis d'être reconnue, et puis d'avoir une place sociale. Certainement, parce qu'on m'avait éduqué comme ça, travail, réussi, avec de l'argent, et finalement, c'est pas ça qui m'a épanouie. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses à côté. Donc c'est surtout de s'écouter, de se demander ce qui est essentiel. Et puis dans mon milieu du travail, c'était dur de dire je prends 1 heure pour mon enfant. Ou, faut pas avoir peur de dire non, j'ai une journée à prendre et ce sera comme ça. Et j'annulerai pas mes vacances et je reviendrai pas pour cette réunion. C'est de pouvoir le dire. On n'est pas... C'est pas parce qu'on priorise nos vies de famille qu'on n'est pas pro. Et moi, ça, je l'avais pas compris. Donc, c'est de repositionner les choses, je pense. Et puis vraiment, au quotidien, quand on est fatigué, c'est de se demander ce qui est essentiel. Et de ne pas avoir peur de le dire. C'est le fil de la vie et c'est pour ça qu'il faut pas prioriser toujours ce travail. Et c'est pas ce qui nous apporte le plus. Même si j'ai cru longtemps qu'il n'y avait que ça. Donc j'espère que vous ne franchirez pas vos limites et que si vous vous reconnaissez un petit peu dans mes paroles, vous arriverez à réagir, à changer les choses, à changer le prochain week-end, d'annuler vos dossiers et puis de faire autre chose. Voilà.
Parce que le principe même du déni, puisque c'est un mécanisme de défense, ça nous protège. Et ça nous protège de quelque chose qui est souvent angoissant, oppressant, au point de faire en sorte qu'on n'y pense plus ou qu'on croit que ça n'existe pas. C'est pas juste du mensonge, je dis, c'est ça le problème. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin. Moi, je ne sais pas dans quelle mesure le burn-out est un nouveau mécanisme de défense moderne pour éviter, ce que disait très bien Michel, d'aller encore plus loin, c'est-à-dire l'idéation suicidaire ou la tentation suicidaire pour s'échapper d'identités dans lesquelles on a le sentiment de ne plus exister. Mais quand on n'existe plus dans le travail aujourd'hui, dans notre société, finalement on se rend compte que petit à petit on a oublié nos rites, nos traditions, nos cérémonies, nos rencontres, les habitudes de rencontre. Alors, est-ce que tu as, avec un peu plus de recul aujourd'hui, quelque chose que tu ferais différemment avec les mêmes indicateurs et l'expérience que tu as? C'est une question peut-être difficile, mais... Oui, c'est encore difficile, je suis pareil. Après, c'est de dire non. Quand j'ai fait mon témoignage, en fait, j'écrivais au jour le jour lors de mon master. C'est qu'on nous avait demandé en tant que RH de parler du quotidien. Après, quand je me suis écroulée, j'ai continué. Quand je l'ai relu, en fait, l'évidence, elle était là, c'était de dire non et de fuir. Mais c'est ce que tu dis, le déni, en fait, on n'arrive pas à... C'est que quand on pleure tous les jours en allant au travail, alors je ne peux pas donner de solution parce que je ne l'ai pas, mais c'est qu'à un moment, c'est pas possible. C'est pas une faiblesse de fuir, c'est que c'est une question de survie. On ne peut pas s'écrouler et pleurer. Aujourd'hui, ça me paraît évident. Je pense que c'est ça l'alerte, c'est de fondre en larmes. Moi, j'ai fondu en larmes devant ma directrice qui a eu du harcèlement aussi. Et au lieu de me dire, parce que je disais je n'en peux plus, c'était verbalisé à la fin, c'était je n'en peux plus, je ne peux plus tout assurer, je fais du travail de merde, je n'arrive pas à tout gérer. Et là, elle m'avait dit, faut prioriser. Et le geste, elle m'avait donné un mouchoir et du travail. Et là, en le disant, mais quand on arrive, et là, par contre, quand on pleure devant ce type de personne, c'est là qu'il prend le dessus. Après, j'ai jamais pu, pour moi, j'étais une merde, et elle avait raison. J'avais eu un arrêt en février d'une semaine pour une grippe, c'était trop, je l'avais foutu dans la merde, elle avait raison, j'avais eu tort. Et en fait, pour moi, l'alerte, c'est quand j'ai pleuré. Comment on peut, à 40 ans, s'effondrer devant... J'aurais dû claquer la porte, clairement. Après, c'est facile à dire, j'ai pas de solution. Non, mais tu donnes déjà des pistes. Je pense que depuis ce matin, on a déjà pas mal de pistes, parce que pour moi, vraiment, l'objet, c'est d'arriver à faire presque la promotion de la santé. Du fait que le travail n'est pas la seule identité qu'on doit porter aujourd'hui, mais c'est la société aussi. Donc comment est-ce qu'on fait ensemble pour que le travail ne soit pas aujourd'hui l'unique identité qui nous tienne? Non, mais pour moi, les pleurs, c'est vraiment la chose où, quand on est adulte, on se retient toujours. Quand on n'arrive pas à se retenir, c'est que ça déborde et qu'on est au bord de la rupture. Je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi peut-être que alors, après, la deuxième question, c'était est-ce que ton métier de soignant a accentué le fait que tu sois dans le domaine de la santé, a accentué la difficulté de s'arrêter ou pas. Et puis l'autre question, c'est de se dire que finalement, si effectivement, moi j'entends un sentiment de honte, d'humiliation, c'est ça qui fait qu'on est sous l'emprise de quelqu'un, c'est qu'on se retrouve presque, on se rend responsable de la situation qu'on a générée, parce qu'on rentre chez soi, on a beaucoup pleuré, on se dit mais j'aurais jamais dû pleurer, surtout pas devant elle, quoi. Ok, mais on fait comment? On fait comment, surtout quand on a été éduqué avec l'idée qu'il ne fallait pas pleurer quand on a de l'identité, de la responsabilité, quand on est au RH, quand on est homme, quand on est chef d'entreprise, quand on est soignant. Beaucoup de soignants sont éduqués dans leur enseignement avec l'idée qu'un soignant ne doit pas pleurer devant un patient. Et moi je pense qu'il vaut mieux, et c'est plus facile de protéger un soignant de ne pas pleurer si on lui dit qu'il a le droit de pleurer face à un patient que si on lui donne l'injonction de surtout pas pleurer. Et je pense que dans beaucoup de nos métiers, ce qui vient nous mettre en difficulté dans ces moments où on pourrait peut-être un peu réagir, c'est qu'on n'est pas construit avec le fait qu'on doit pouvoir réagir, et surtout parce qu'on a le droit d'être fragile. La fragilité, c'est pas de la faiblesse. Et c'est aussi le fait de dire les choses. C'est compliqué de dire je ne gère plus, je n'y arrive plus, je suis dépassée. Et ça, quand je l'ai dit, c'est que j'étais déjà à la fin. Et c'est que maintenant que je le fais, c'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis, même si ça dérange. Et alors au début c'est dur, ça dérange aussi l'entourage, parce qu'on se dit qu'est-ce qui lui prend, elle me dit qu'elle ne veut pas, et je sais que c'est l'alerte parce que aujourd'hui quand je le dis pas,
et je le sens au fond que ça va exploser, et de dire les choses, ça désamorce beaucoup. Et pourquoi on nous remet du travail, pourquoi des fois ces gens nous harcèlent, c'est parce qu'on dit toujours oui et qu'on dit jamais non. Et des fois, moi j'ai dit non, mais le jour d'après, j'y retournais en disant oui, bon, je vais le faire parce que ça ne va pas avancer. Donc dire non, et puis dire quand ça ne passe pas, quand c'est contre nos valeurs, quand ça nous fait du mal de le faire. Après, moi je le dis maintenant, mais c'est des choses qui sont très difficiles à dire quand on est épuisé, on ne voit rien, et on n'arrive pas à exprimer tout ça. Et dans ce que tu dis, il y a aussi la posture de celui qui est en face, qui sans doute te voit épuisé, puisque c'est lui qui est souvent à l'origine de demandes supplémentaires. Et ça me fait penser à quand on est fragile et qu'on est un homme, ou quand on est une femme qui a beaucoup de responsabilités et qui à un moment ou à un autre est plus fragile, souvent autour, il n'y a plus grand monde. Pourquoi il n'y a plus grand monde? Parce que, non, pas toi. Toi, tu vas rebondir, toi, tu es solide. Parce qu'on a donné aussi l'habitude aux autres, souvent, et je pense que ça fait peut-être un peu partie aussi des personnalités qui sont touchées par le burn-out, c'est-à-dire, on a donné aussi aux autres ce qu'ils avaient envie de voir chez nous, de l'exigence pour soi, dans son métier, dans son investissement, tout ce qu'a dit Michel très justement. Et puis, il y a autre chose qui résonne, c'est est-ce que du côté de l'autre, les mêmes mécanismes de défense ne produisent pas plus de violence? C'est-à-dire, quand on est face à une DRH, parce qu'on a aussi sans doute des responsabilités qui justifient en rien le fait qu'on se comporte avec les DRH comme ça, mais en fait, moi j'ai rencontré énormément de gens, ils ont la trouille des gens fragiles. Et quand on a la trouille des gens fragiles, ou quand on aime profondément quelqu'un qui est fragile, on ne sait pas comment faire, on n'a pas les clés. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on banalise. Mais non, t'inquiète pas, ça va passer. Tu vas retrouver du travail, il suffit d'avoir la volonté, puis tu vas t'en sortir. Là où on a besoin d'entendre, ce que tu vis, c'est extrêmement douloureux. Et c'est normal de souffrir, c'est normal que ça prenne du temps, parce que c'est très dur. Mais c'est pas dans notre culture. C'est sûr. Et après, l'autre question, c'était par rapport à ce que tu disais sur justement tes proches, comment est-ce qu'ils ont réagi. Est-ce que tout à l'heure, Kika a parlé de ses enfants, je trouve que c'est un point qui est essentiel aussi peut-être à partager, c'est qu'est-ce qu'on dit à nos enfants de cette situation-là? Moi, ça a été compliqué. Il avait 5 ans à l'époque, donc lui expliquer, je ne l'ai pas fait. Je ne savais pas comment lui dire, j'avais peur aussi de le dégoûter du travail. J'ai pas eu le courage de lui en parler. Par contre, en fait, avec du recul, il avait tout compris, le petit, parce que il était toujours malade. Les 5-6 derniers mois avant que moi je m'effondre, tous les matins, il y avait quelque chose. C'était des angines à répétition. Et c'est après, en travaillant avec ma thérapeute, qui m'a dit votre enfant, il voyait que ça allait pas, et lui aussi, il essayait de vous sauver en vous gardant à la maison. Donc en fait, les signes physiques, je les avais, mais il y a aussi le signe de l'entourage. Et du coup, ça a rajouté au harcèlement, parce que comme il était toujours malade, il y a des moments où il fallait que je l'emmène chez le médecin, et ma directrice s'est servie de ça en disant, et c'est ça qui, en général, quand on s'effondre, c'est qu'il y a une réflexion aussi de nos valeurs. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle m'a dit, on ne peut pas compter sur toi, tu n'es pas là, je ne sais plus, mardi, parce que tu emmènes ton fils à l'école, au médecin, pardon. Et en fait, je crois que ça a été le coup de massue, parce que je me suis dit, mais j'ai jamais priorisé mon enfant par rapport à elle, et au contraire, je n'ai jamais participé à des choses avec lui à l'école parce que j'étais au travail. Et c'est quelque chose qui a rajouté encore plus le fait de l'avoir laissé pendant ces 5 premières années pour elle. Et du coup, quand les enfants ne sont pas bien, c'est que certainement, nous, on leur transmet des choses. Et quand j'étais en arrêt, bizarrement, les angines ont disparu, quoi. Et par contre, ça a un impact aussi sur le conjoint et les enfants, parce que mon fils, il a développé aussi certaines peurs. Tu as fait une phobie scolaire, puisque quitte à rester à la maison avec maman. Ouais. Et je me rappelle, la première rentrée, ça a été « qu'est-ce que tu vas faire à la maison ?» en fait, même sans dire les choses, il avait tout compris. J'aurais peut-être dû expliquer finalement pourquoi j'étais à la maison, alors qu'avant, il ne me voyait jamais. Et ça, c'est une alerte aussi, en fait, quand vos enfants sont pas bien, c'est que ils ont tout compris, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que même sans lui expliquer, il y a quelques temps, il m'avait dit, parce que j'ai repris une autre activité, j'ai pas repris mon travail initial, et il m'a dit, tu fais attention de pas trop te fatiguer, et si ça va pas, tu arrêtes. Et là, je me suis dit, mais j'ai jamais rien expliqué, il a lu le truc.
Et en fait, ils comprennent tout, et ça aussi, c'est une alerte. Hein. Quand vos proches vont pas bien non plus, c'est que ils savent pas quoi faire pour vous. Hein. Moi, mon conjoint, on parlait beaucoup, mais on n'était pas toujours en train de parler de mon état d'épuisement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était par des actions qu'il m'a soutenue. Il m'a jamais jugée. Au bout de quelques mois d'arrêt, comme je ne pouvais plus m'éloigner de la maison, parce qu'il y a toutes ces séquelles-là aussi, hein, le cocon, aller au supermarché, on ne peut pas, tout ça c'est des épreuves. Aller chez le médecin, c'est la peur de tomber, de faire des malaises en voiture. Donc en fait, je me suis renfermée chez moi. Et par exemple, une action de mon mari, ça a été de prendre un camping-car pour m'emmener à l'extérieur et découvrir la mer chaque week-end. Donc il y a des actions qui sont faites aussi par l'entourage qui peuvent nous aider. Et tout ça, quand ils font des choses comme ça, nous on ne le voit pas, mais on doit se dire que on doit voir, on doit vraiment pas être bien pour qu'ils fassent tout ça pour nous. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un entourage qui comprenne, et c'est pour ça qu'il faut essayer de s'arrêter avant, parce que de toute façon, le mari et les enfants, ça va les impacter aussi. Et il faut avoir les épaules aussi de supporter tout ça, de voir sa maman qui ne peut pas lire une histoire, et puis d'avoir une compagne qui ne peut rien faire et qui ne veut pas sortir voir des amis pendant 1 ou 2 ans. Donc il faut s'arrêter avant de mettre fin aussi pendant un laps de temps, un peu la vie entre guillemets au foyer, quoi. Donc ça impacte tout le monde. C'est pas que notre coup de fatigue, et puis le week-end on va mieux, quoi. Donc, dernière question pour moi avant de laisser la parole, évidemment. Tu parlais du camping-car. Ouais. C'est-à-dire, ce qui t'a aidé petit à petit à sortir de la maison, c'est pas complètement autre chose que la maison, c'est une maison qui va se déplacer. Ouais. Et c'est intéressant parce que faire le lien avec une autre question, c'est l'écriture, le livre, qui aujourd'hui te permet de sortir aussi de chez toi et de venir jusqu'à nous, avec finalement un objet transitionnel, c'est un peu à ça que je pensais quand tu me parlais du camping-car. C'est-à-dire que l'idée, alors je ne sais pas si l'écriture ou le dessin et tout ce qu'on nous a montré depuis ce matin, c'est-à-dire la création, qui est un peu évidemment une mise à distance de ce qu'on a à l'intérieur, mais qui reste complètement spontanée finalement, et qui nous permet petit à petit de retrouver un peu de lien d'identité. Est-ce que cette question de... Moi, la peinture m'a beaucoup aidée en fait. C'est quelque chose que je voulais faire quand j'étais jeune, et comme certainement au travail, c'est que j'avais jamais voulu le faire par peur que ce soit pas présentable. Toujours ce jugement du travail terminé, quoi. Et j'ai découvert la peinture peut-être plusieurs mois après le début de mon arrêt. Donc c'était je venais quand je voulais au cours de peinture, parce que l'engagement c'est pas possible quand on est étudiant professionnel, on ne peut pas s'engager sur une activité. Et en fait, j'ai vraiment découvert que ça me faisait du bien. Il y a eu des tableaux de faits, c'est par émotion. Quand j'étais en colère ou que je pleurais, au lieu de rester à pleurer toute seule, je descendais, j'avais une pièce pour ça, et je peignais. Et les larmes, elles s'arrêtaient, et en fait, sur chaque tableau, il y a une histoire, il y a des étapes de franchie. La peinture, ça a été le moyen de balancer en fait toute cette colère, c'est la peine, et puis de résoudre des choses. Ouais. La peinture, c'est d'abord l'écriture? Ouais. D'accord, c'était ce qui t'a amené jusqu'à l'écriture? Raconte-nous un peu. L'écriture, en fait, j'écrivais chaque jour. Alors ça, c'est le deuxième que j'ai édité. Ce que je devais faire, parce que je n'étais pas capable d'avoir une journée où je programmais 10 choses et à 9h, j'en pouvais plus. Donc chaque jour, j'écrivais en fait une priorité et une chose que je faisais pour moi. Et en fait, déjà, l'écriture, elle m'a beaucoup aidé là-dessus, et à faire le point le soir des difficultés rencontrées, essayer de les évacuer pour essayer de dormir, et puis aussi de retirer la chose jolie qui arrivait. Prendre un café avec une copine, ou rigoler dans le jardin avec mon fils. Et j'ai eu besoin d'écrire ça pour me rendre compte des choses à la fin de la journée, en me disant il y a des choses positives qui se passent. Et aussi j'ai pu voir l'évolution, parce que sur ces notes je mettais souvent les journées soleil et les journées nuages. Tout au début de mon arrêt, je devais avoir une journée soleil par jour. Alors la journée soleil, ça voulait dire sans pleurs, où j'avais pu faire ce que je voulais. Il m'a fallu 1 an et demi pour avoir qu'un ou 2 journées nuages par mois. Donc cette écriture, elle m'a permis de me rendre compte de ça, et de la progression finalement.
Et puis petit à petit, comme j'avais écrit des notes lors de mon master, j'ai continué un petit peu à écrire à différents moments de mon arrêt pour poser les choses et se rendre compte j'en avais besoin. Et c'est lors du confinement en fait que j'ai relu mes notes. Alors là, ça a été très très difficile parce qu'il a fallu se replonger et puis se rendre compte que en fait, il y avait une évidence qui sautait aux yeux quand je le lisais et que je n'avais pas vue. Et du coup, j'ai continué à écrire sur la reconstruction et tout ça. Et c'est en relisant que je me suis dit, faut le méditer parce que peut-être que ça aidera certaines personnes à se rendre compte qu'on va dans le mur et c'était surtout pour faire réagir. Moi, ça m'a aidé à me rendre compte du chemin parcouru, puis mine de rien, d'être fière aussi de m'être retrouvée. Parce qu'en fait, les clés, je les avais déjà à 18-20 ans, je savais ce que je voulais. Et je me suis perdue pendant des années, et finalement, en écrivant ce livre-là, l'essentiel, je l'avais déjà à 18 ans, quoi. C'était les proches, c'était une certaine liberté, c'était la mère qui m'apportait beaucoup. Et aujourd'hui, je fais ce que j'avais envie. Clairement, oui, je m'étais oubliée, cette écriture, elle m'a permis de vraiment retrouver ce que j'avais envie de faire de ma vie, tout simplement, ouais. Tu continues à écrire tous les jours? Non. Non, d'accord. Maintenant, c'est plus dans l'action, quoi. J'ai plus besoin de cet outil pour l'instant. Après, j'aimerais bien aider aussi les personnes à écrire sur des ateliers. Donc on verra petit à petit, parce qu'il faut se reconstruire un nouveau projet professionnel. Donc ça s'affine de plus en plus. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou compléter? Ça m'a fait descendre progressivement dans une situation de dépression. D'épuisement aussi. Oui, alors je ne sais pas quelle est la définition de ça, mais donc, du coup, après, oui, moi c'est différent, mais je pense que la souffrance, elle est pareille, c'est qu'il faut retrouver ce qui peut faut retrouver ce qui peut vous guider et puis les choses extérieures, les choses extérieures qui peuvent vous apporter du bonheur. Qu'on ait trop de travail ou pas assez, le résultat est là, on est perdu. Donc il faut prendre le temps de se retrouver et puis essayer de faire des choses, mais que pour vous et des choses que vous aimez. Même si c'est pas le même départ dans notre souffrance, mais c'est exactement la même chose. On se perd tout pareillement. Moi, je trouve pas c'est du tout curieux. Je trouve ça légitime de souffrir du fait qu'on nous enlève du travail quand on est passionné. Quand je travaillais à l'hôpital, en fait, quand on est passé, vous savez, l'hôpital est passé à la tarification à l'acte, il a fallu changer les organisations de travail, et puis les gens on a décidé que tout le service administratif devait quitter à 17h ou 17h30, on ne faisait plus d'heures sup. Sauf que dans toutes les personnes qui travaillaient à l'administration, il y avait une femme qui vivait seule et qui travaillait, elle, le soir. C'est-à-dire que la journée, elle passait son temps, puisqu'elle était seule à la maison, à passer de bureau à bureau. Elle amenait un gâteau, un chocolat. C'était la personne qui s'occupait de tout le monde dans la journée. Et son travail, elle le faisait à partir de 17h quand les gens rentraient chez eux. Et ce jour-là, quand on a dit, à partir de 17h30, madame, vous rentrez chez vous, elle a sombré complètement. Et donc, c'est peut-être un peu la différence pour moi, à faire ou pas, entre l'épuisement professionnel, avec des vraies réalités de ce qu'on peut entendre depuis ce matin, et la souffrance au travail. Pour moi, il y a parfois des nuances. On peut être en souffrance au travail parce qu'on a été abîmé, harcelé, empêché, interdit ou surchargé, mais j'ai l'impression que vous, c'est de la violence que vous avez subie. De la violence subie, alors qu'on ne devrait pas... et vous vous excusez presque, vous dites, ça paraît curieux, il ne faut pas vous excuser d'avoir été abîmé par une... Et c'est ça qui est long. Se réparer, c'est long parce qu'on a le sentiment de ne pas être légitime, de se plaindre, parce qu'on continue à avoir du travail, et c'est pas la même chose que les gens qui souffrent pour des vraies raisons, mais vous souffrez pour de vraies raisons. Et à partir du moment où vous acceptez l'idée que vous avez été abîmé par le manque de travail ou l'absence de travail, je pense que vous pouvez trouver effectivement à être accompagné pour aller vers autre chose. Et dans tout ce que vous dites depuis ce matin, moi, il y a un mot qui me vient systématiquement, c'est traumatisme. On parlait tout à l'heure de la date, on sait la date du burn-out. On parle des effets à court, moyen, long terme, avec Anne-Sophie parlait des effets des troubles gynécologiques.
Quand on travaille sur le psychotraumatisme, on a exactement les mêmes échanges sur qu'est-ce qui se passe à court, moyen, long terme, quels sont les symptômes. Et puis le traumatisme, c'est aussi la même chose. Ce qui fait traumatisme, c'est que c'est impensable avant. Le jour où vous sombrez, où Lou n'est pas capable de repartir au travail, c'était impensable la veille de ne pas aller au travail. Sauf que là, le corps, il dit stop. Et je crois vraiment qu'il y a cet effet psychotraumatique avec un travail qui est long, parce que le trauma, il met beaucoup de temps d'abord à s'exprimer, et puis à trouver des supports pour qu'on puisse le mettre un petit peu à distance de soi, le regarder en face et lui dire « Bon, ça y est, ma coco, maintenant je commence à t'avoir matérialisé par quelque chose qui est un peu à l'extérieur de moi. » Et puis Anne-Sophie, elle disait « Moi, je m'appelle la Burnette, la BD. » Enfin, c'est tout ça qui prend du temps. Il faut que vous trouviez votre support à vous. Peut-être que vous l'avez déjà. Mais voilà, moi je crois qu'il est temps de commencer à prendre un peu soin de vous. Voilà, 5 ans et demi, ça suffit. Mais c'est pas simple.